Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1, CNews Les Échos. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Merci d'être notre invité. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes avocat, président du CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. L'arrestation en Algérie de Boualem Sansal, votre appel d'ailleurs à sa libération, à Emmanuel Macron, l'état de la justice en France, la réponse pénale, la méthode Retailleau, l'avancée de Poutine sur l'Ukraine et ce que peut faire l'Occident et notamment Donald Trump. Voilà toutes ces questions avec lesquelles nous allons parler. Mais nous demanderons en premier lieu ce que vous pensez de cette proposition à LFI d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Pour vous interroger ce matin, je suis entouré d'Élodie Huchard de CNews. Bonjour Élodie. Bonjour. Et Christophe Jacubizine des Échos. Bonjour Christophe. Donc cette information, le député insoumis Hugo Bernalicis et la France insoumise qui propose d'abroger le délit d'apologie du terrorisme, du code pénal. C'est difficile de faire plus ignoble, dit sur X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Une infamie de plus des insoumis, dit Éric Ciotti. Vous, Thibaut de Montbrial, que dites-vous ? J'en dis que cette proposition qui a été déposée, je crois, par Hugo Bernalicis, mais enfin qui a été co-signée par la majorité, si ce n'est par la totalité du groupe, elle constitue une nouvelle illustration de quelque chose qu'on savait déjà, mais qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est que la France insoumise a fait le choix, mais il y a longtemps déjà, de l'électoralisme, de la drague électorale, de la séduction électorale, de deux catégories de population. D'une part l'extrême gauche, et d'autre part les sympathisants de l'islamisme. C'est pas nouveau, souvenez-vous de la manifestation de novembre 2019, lorsque Jean-Luc Mélenchon et les membres, et de nombreux membres de la France insoumise avaient défilé à Paris aux côtés de ce qui était alors le CCIF, qui était une organisation qui depuis a été dissoute en raison de ses liens avec le terrorisme et qui s'est d'ailleurs reconstituée à Bruxelles. Et lors de cette manifestation, il y avait des gens qui criaient Allah Akbar et ça n'avait absolument pas l'air de déranger la France insoumise. Donc depuis, de façon extrêmement constante, souvenez-vous de la façon dont Rima Hassan a été mise en avant pendant toute la campagne européenne. Elle était candidate, elle n'a jamais dit un mot ni tweeté une phrase sur l'Europe. Et le soir des résultats, elle était à la droite de Jean-Luc Mélenchon avec un kéfier. Donc vous avez des signaux plus ou moins discrets, et cette proposition de loi est tout sauf discrète, de la France insoumise pour aller draguer cet électorat. J'ajoute une chose, c'est que dans ce cadre, ça me conforte dans ma conviction qu'aujourd'hui la France insoumise est le seul parti qui est un danger pour la République, et que ce que recherche la France insoumise, par toutes ses attitudes, par ses propositions, par ses provocations, c'est le chaos. Christophe Jacubizine. Alors, l'argument de LFI, tel qu'il ressort de l'exposé des motifs, c'est que ces moyens de lutte contre l'antiterrorisme seraient, c'est leur mot, utilisés pour réprimer des militants politiques, des militants associatifs, des journalistes ou encore des syndicalistes. Est-ce que cet argument tient ? Non, parce que en fait, il faut regarder lesquels. De qui parle-t-il ? Vous avez au moins 2 membres de la France insoumise qui ont été entendus ou qui vont être entendus dans des affaires d'apologie du terrorisme. On sait la façon dont la France insoumise soutient depuis le 7 octobre, et même avant, mais le Hamas, qui est l'auteur d'un crime terroriste absolument monstrueux contre Israël. Et je vais vous dire une chose qui, moi, me choque particulièrement personnellement, c'est que cette proposition de loi, elle est déposée en plein procès des gens qui ont concouru à la décapitation de Samuel Paty. Moi, je suis l'avocat de l'une des sœurs de Samuel Paty. L'annonce que nous avons tous reçue par des notifications sur les réseaux sociaux, etc., au début, on a cru que c'était une blague, je vous le dis franchement. Alors, comme j'ai un peu l'habitude de la France insoumise, moi j'ai très vite compris que c'était pas une blague. Mais la sœur de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, par exemple, qui a écrit un livre dernièrement, qui a écrit un livre remarquable sur l'islamisme, elle était consternée. Et tout ça, c'est le fruit d'une stratégie pensée. C'est le fruit d'une stratégie pensée. Et il faut absolument pas penser que c'est le hasard ou des choses qui sont pas maîtrisées. Il y a une stratégie derrière. Élodie Huchard. Vous parliez de drague électorale, mais ce qu'on a pu constater, c'est que cette stratégie, elle fonctionne. C'est-à-dire qu'après la dissolution, la France insoumise est revenue avec quasiment le même nombre de députés. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Est-ce qu'il faut, comme certains, notamment à droite, le demandent, envisager la dissolution de la France insoumise ? Ce qui est très important dans votre question, c'est de bien avoir à l'esprit que cette stratégie de drague, de séduction électorale, elle est fondée sur la réalité
de la composition du corps électoral. En 2022, quand un certain nombre de députés, de néo-députés de la France insoumise ont été élus, le pays a découvert des figures très excessives, très insuffisantes en termes de structure intellectuelle, très marquées, très clivantes. Et quand il y a eu la dissolution en 2024, c'était un des intérêts de cette nouvelle élection prématurée dans le cycle institutionnel, c'était de voir si les électeurs allaient sanctionner ces néo-députés ou au contraire allaient les conforter. Et le résultat, c'est que la plupart de ces députés de la France insoumise ont été réélus au premier tour, et en tout cas quasiment tous au deuxième tour. Et le nouveau, moi qui m'a alors là sidéré, c'est Raphaël Arnaud qui a été à la tête d'un groupuscule qui est étymologiquement un groupuscule fasciste qui s'appelle la Jeune Garde, qui était fiché S, et tout ça a été public, et pourtant à Avignon, les électeurs ont voté pour lui. Donc ça veut dire qu'il y a une fraction de l'électorat français aujourd'hui. Vous voulez dire que ça marche en fait? Ah mais ça, voilà. D'ailleurs, mais Pierre de Vignon, mais c'est pour ça que c'est fait. Ouais. C'est parce que ça marche. Moi, ce que je pense, c'est que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise confortent la fraction extrême de leur électorat. Et ce qu'ils espèrent, c'est que le jour où il y aura une élection nationale, et sans doute espèrent-ils qu'elle arrivera plutôt tôt que tard, à ce moment-là, ce sera un socle acquis et ils essaieront d'ouvrir vers le centre-gauche. Mais il ne faudra pas oublier à ce moment-là. Quittons, Thibault de Montbrial, le côté politique pour vraiment, comment dirais-je, se concentrer sur le droit lui-même, ce délit d'apologie du terrorisme. Voilà ce que dit Marc Trévidic. Et donc, juriste contre juriste, j'aimerais bien savoir votre opinion. Voilà ce qu'il dit. Il dit, on voit pleuvoir les condamnations, parfois très lourdes, jusqu'à plusieurs années de prison ferme. Il aurait fallu laisser l'apologie du terrorisme dans la loi sur la presse et édicter un texte de répression spécialement consacré aux sites de propagande djihadiste. Il dit, tous les tribunaux sont compétents pour ce délit. Or, c'est une notion qu'il faut savoir manier et les juges doivent savoir apprécier cette parole. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds qu'il y a deux choses dans ce que dit Marc Trévidic. Il commence son propos en rappelant ce qu'il considère comme le caractère excessif de certaines sanctions qui sont prononcées. Et ensuite, il propose une redistribution comme un mécano en disant ce délit, il aurait fallu le mettre dans la loi sur la presse. Mais en réalité, ce qu'il semble critiquer, c'est la lourdeur des peines. Donc, quelle que soit la case dans laquelle ce délit serait enfermé, la vraie question, c'est est-ce que ça mérite des peines lourdes ? En France, il y a un principe intangible qui est la personnalisation des peines. Donc, lorsqu'un tribunal estime devoir condamner lourdement quelqu'un pour apologie du terrorisme, ce qui est d'ailleurs loin d'être toujours le cas, que la condamnation soit lourde, c'est toujours en fonction et à raison de la personnalité et du contexte dans lesquels les propos ont été tenus ou écrits. Thibault de Montbrial, Boualem Sansal a donc bel et bien été arrêté par les autorités algériennes, c'est officiel, ces autorités qui ne s'en cachent pas. L'agence Algérie Presse Service relatant d'ailleurs que la France macronito-sioniste s'offusque de cette arrestation. Boualem Sansal, 75 ans, Grand Prix de l'Académie française, va être présenté à un juge et un procureur ce dimanche. Il risque, au titre de l'article 87 du Code pénal algérien, d'être poursuivi en tant que terroriste ou subversif portant atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire, à la stabilité ou au fonctionnement normal des institutions. Vous, aujourd'hui, vous avez appelé à la fois Michel Barnier et Emmanuel Macron à réagir. Que peuvent-ils faire concrètement ? Je voudrais d'abord souligner que, outre l'émotion légitime qui est assez largement partagée sur le sort de Boualem Sansal, je voudrais rappeler qu'il est membre du comité stratégique du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure que je préside, et que, à titre personnel, en plus de l'émotion légitime nationale, je suis très inquiet pour Boualem, qui est un type d'un courage extraordinaire et qui est arrêté par les autorités algériennes pour une seule raison, c'est qu'il fait partie de ces gens qui ont une légitimité absolue pour parler des dérives du régime algérien, parce qu'ils sont algériens et qu'ils ont vécu en Algérie. Donc ce sont eux qui connaissent le mieux et peuvent parler des dérives de ce régime. Moi, je suis très inquiet. Parce que Parce qu'il va être présenté à un juge en tant que terroriste ou subversif. Oui, mais ça c'est de la farce. Attendu. Non, mais c'est une farce. Pourquoi c'est une farce, c'est-à-dire bien sûr que c'est une farce. La réalité, c'est que ce qui semble être reproché, d'après les premières informations qu'on arrive à avoir à Boualem Sansal, ce sont ses propos.
précisément ce que je viens de dire. C'est-à-dire le fait que, depuis la France, il fait partie, avec d'autres Algériens qui ont choisi de vivre en France, mais en étant lucides sur leur régime, de parler des dérives du régime algérien, des dangers de l'islamisme et des dérives d'un régime autoritaire. Donc, ce que je pense, c'est que c'est l'occasion maintenant d'ouvrir les yeux, pour ceux qui ne les ont pas encore ouverts, et de rentrer dans un rapport qui n'est pas un rapport de force, qui est un rapport de vraie normalisation avec l'Algérie. Pourquoi de vraie normalisation ? Parce qu'en réalité, quand vous regardez les rapports franco-algériens depuis la fin de la guerre 1962, depuis les accords de 1968... On va en parler de ces accords. La façon dont la France s'est conduite, c'est systématiquement d'accorder aux partenaires algériens des droits dérogatoires aux autres droits dans le cadre des relations entre les pays, sur les visas, etc., etc. Regardez la politique d'Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu, depuis même avant qu'il soit élu. Souvenez-vous de ses déclarations sidérantes sur le crime contre l'humanité lors de la campagne électorale avant sa première élection. Nous nous sommes mis à genoux. La France s'est mise à genoux devant l'Algérie. Le dernier exemple en date étant le dépôt de gerbes à la demande du gouvernement, à la demande du président de la République par l'ambassadeur de France à Alger le 19 novembre, c'est-à-dire quelques jours avant l'interpellation de Boualem Sansal, où l'un des chefs du FLN sa tombe a été fleurie, Mdi, qui a été Larbi Ben Mdi. Larbi Ben Mdi, qui était un des chefs du FLN et qui a été tué par l'armée française pendant la guerre. Vous savez, l'opération, pour finir là-dessus, l'opération Vérité et Réconciliation engagée par Emmanuel Macron, elle n'a amené jusqu'à maintenant qu'à l'humiliation. Il faut sortir de là et il faut rebâtir des relations d'adultes post-guerre. Il faut laisser ça derrière nous, mais pour ça, il faut se parler les yeux dans les yeux et il faut arrêter de porter une culpabilité qui est reçue par les Algériens comme de la faiblesse. Thibaut de Montbrial est notre invité au Grand Rendez-vous. À tout de suite. Avocat et président du CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, est notre invité au Grand Rendez-vous. On parlait du sort de Boualem Sansal qui nous inquiète tous. Est-ce que vous avez reçu une réponse de votre lettre ouverte au président, à la fois du président et du Premier ministre? Alors du président non, mais j'ai été contacté par un proche conseiller de Michel Barnier qui m'a dit que évidemment tout ça, la gravité de la situation était prise en compte et qui m'a dit aussi que l'Élysée avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de communication officielle parce qu'il y avait des tractations qui étaient en cours et qu'il ne fallait pas les gêner. Christophe. Peut-être pour comprendre si on rentre dans une nouvelle phase des relations entre la France et l'Algérie avec cette arrestation de Boualem Sansal dont vous êtes très proche, vous nous l'avez rappelé. Est-ce qu'on ne peut pas le lier quand même au changement diplomatique de la France à l'égard du Maghreb et le rapprochement avec le Maroc, notamment sur le sujet du Sahara occidental? Est-ce que ce n'est pas une manière de signifier à la France que l'Algérie allait répliquer? C'est très vraisemblable. On le saura plus tard, si on le sait un jour. C'est sans doute le produit de plusieurs facteurs, de tensions entre la France et l'Algérie qui quand même durent depuis des années. Mais je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Et c'est pourquoi je disais juste avant la coupure publicitaire qu'il me semble que c'est vraiment l'occasion, à la fois les déclarations et le voyage du président de la République au Maroc cet incident, c'est l'occasion, enfin, parce que ça fait longtemps que c'est dans le débat public, mais de remettre à plat ces relations. Vous savez, il y a un grand... Y compris les accords de 1968 que Bruno Retailleau a décidé d'exhumer, parce que je crois qu'ils ont été plus ou moins amendés en 2001, mais depuis, rien n'a été fait. Bruno Retailleau dit qu'en 2023, on avait 205 000 visas accordés aux Algériens contre moins de 2200 ressortissants repris. C'est un ratio assez... Oui, alors, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais les accords de 68, même modifiés, confèrent aux ressortissants algériens tout un tas de dérogations au droit français de l'immigration qui, pour faire court, leur permet de venir en France et d'y rester extrêmement facilement. On va pas faire court, on va faire long, parce que je pense que les téléspectateurs et les auditeurs ont besoin d'être informés. Selon ces accords, un Algérien n'a pas besoin de visa pour un séjour de plus de 3 mois. Il doit demander un certificat de résidence valable 1 an, que ce soit pour des raisons privées, familiales, d'études ou professionnelles. C'est un accord qui facilite l'accès à un titre de séjour de 10 ans. Les Algériens peuvent en faire la demande après seulement 3 ans de résidence en France, contre 5 ans pour les autres ressortissants. Voilà cet accord de 1968. Voilà ce que je résumais par une vraie dérogation au droit commun de l'immigration. Et à un moment où la question migratoire est centrale, et sans doute en parlerons-nous, ça me paraît tout à la fois logique, y compris pour crédibiliser la France dans ses relations avec les autres pays, et pour sortir enfin
de ces 60 années de relations détériorées avec l'Algérie depuis la fin de la guerre. Il y a un moment, il faut savoir tourner la page. Et la seule façon de le faire, ça frotte toujours un peu dans ces moments-là, mais c'est enfin de repartir sur des relations d'égal à égal. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de petites graines qui ont été semées par les Algériens contre la France ces dernières années sans qu'on ait beaucoup réagi. Moi, il y a une chose qui était passée totalement inaperçue, qui m'avait profondément scandalisé, c'est qu'au moment des émeutes du mois de fin juin, début juillet 2023. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un communiqué absolument lunaire du ministère des Affaires étrangères algérien qui avait fait part publiquement de son inquiétude pour ses ressortissants en France. Quand on sait ce qui est à l'origine et comment se sont passées les émeutes, il y a de quoi s'étrangler. Mais voilà, donc on est toujours dans un rapport où, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on s'est mis à genoux, c'est une humiliation après humiliation. Donc il faut en sortir sans agressivité, mais il faut dire maintenant ça suffit, et nous repartons sur des bases, il faut repartir sur des bases d'égalité absolue. Élodie Huchard. Mais justement, vous dites une relation d'égal à égal. On a l'impression, quand on regarde les relations diplomatiques entre les deux pays, la question des laissez-passer consulaires, notamment, on a l'impression que la France n'a de cesse de courir après l'Algérie, de tenter d'être dans une sorte de drague, pour reprendre le mot qu'on utilisait tout à l'heure, et que l'Algérie nous fait des pieds de nez sans arrêt. Est-ce qu'aujourd'hui, une relation d'égal à égal est encore possible ? On a l'impression que la France est en position de faiblesse par rapport à l'Algérie. Oui, mais il y a un moment où c'est une question de volonté politique. C'est une question de changement de paradigme. Non, mais Élodie a raison. Il y a quelque chose d'abscon, en fait. Je discutais il n'y a pas très longtemps dans Europe 1 Soir avec Xavier Driancourt, qui est l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Et à chaque fois, je poussais le curseur du questionnement de pourquoi. Et à la fin, on arrive où ça cale, en fait. Il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à tordre, j'allais dire, le bout de métal qui fait que ça ne peut pas retourner dans l'autre sens. Et lui, il me dit, par exemple, pour les visas consulaires, il ne faut pas dire, il faut faire. Et Xavier Driancourt, d'ailleurs, a réduit de moitié les visas consulaires quand il était ambassadeur. Simplement, il n'a rien dit à personne. Il l'a fait et ça a fonctionné. Mais moyennant quoi, d'ailleurs, il s'est fait engueuler ensuite par la France. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose. Non, mais je suis d'accord. Et Élodie a raison de le rappeler. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous rejoins complètement. Il ne faut pas faire des grandes déclarations. Et pourquoi est-ce que Retailleau arriverait à le faire alors que tout le monde a échoué sur le sujet ? Au moins, Bruno Retailleau, il a un mérite, c'est qu'il dit que c'est un objectif. D'autres l'ont dit sans être aux affaires. Moi, ça fait 2 ou 3 ans que je le dis, mais je ne suis pas le seul. Mais la différence, c'est... Vous êtes sûr que personne ne l'a dit avant ? Sous Nicolas Sarkozy, sous Jacques Chirac. C'était murmuré peut-être, mais c'était pas vraiment dit là depuis 2-3 ans. En fait, c'est Xavier Driancourt qui a mis un peu cette question dans le débat public. Ensuite, avec son livre notamment, l'énigme algérienne qu'il faut lire. Édouard Philippe en a parlé, mais sans l'avoir fait quand il était Premier ministre. Donc, mais vous savez, c'est fou. Il y a plein de choses. Il y a énormément de Franco-Algériens, y compris des gens connus, y compris des gens qui ont reçu la Légion d'honneur, qui ont fait le 1er novembre dernier, date anniversaire des attentats de la Toussaint Rouge de 1954, des tweets extrêmement ambigus. On parlait d'apologie du terrorisme, on aurait pu s'interroger. Et tout ça. Encore dernièrement, cet ambassadeur de France qui va effectivement qui va déposer des fleurs sur un indépendantiste algérien. Moi, je trouve ça totalement lunaire et je pense que l'heure est venue de sortir de cette culpabilité entravante et permanente et de repartir sur des bases saines. Alors on parlait de Bruno Retailleau, il est sur la délinquance, sur le narcotrafic, sur le terrorisme, sur l'immigration, sur l'armement des policiers, sur Europe 1 et sur CNews. Cette semaine, il a détaillé justement tous ces sujets. Est-ce que vous croyez qu'il va y arriver ? Vous savez, il n'y a pas de secret. Tout le monde a conscience de ce que l'Assemblée est fracturée en 3 blocs et de ce que des grandes lois de modificatrices systémiques ne pourront pas être adoptées. Dès lors, il y a 2 solutions. Soit l'immobilisme qui, compte tenu de la situation catastrophique de la France, mènera tôt ou tard, et sans doute plutôt tôt que tard, au chaos, soit un volontarisme avec ce que j'appelle depuis longtemps une politique des petits pas. Et la double vertu, à mes yeux, de ce que fait Bruno Retailleau, c'est d'abord de tout nommer, de parler sans tabou, sans filtre. Gérald Darmanin avait commencé... L'immigration n'est pas une chance pour la France, etc. Voilà. Gérald Darmanin avait commencé, mais Gérald Darmanin, il avait toujours ses limites liées en même temps à sa participation au bloc macroniste, etc. Bruno Retailleau, lui, il arrive avec ses convictions, avec ses idées, et il le dit très bien. Il dit, si ça marche pas, ça marche pas, mais au moins c'est le moment de faire un diagnostic. Et ensuite, les petits pas, je pense qu'il propose un certain nombre de choses qui peuvent faire
qui peuvent rassembler une majorité. D'abord, il y a des choses techniques qui peuvent être réglées par décret. Et ensuite, je pense qu'il y a quelques lois qui devraient pouvoir être adoptées, même dans cette Assemblée. Christophe Jacobizzi. Le gouvernement est très fragilisé. Il est probable qu'avant le 20 décembre, il soit victime d'une motion de censure. À vous entendre, on a l'impression que pour lui succéder, Bruno Retailleau fera un bon Premier ministre. Ah ben moi, alors là, c'est une bonne question que vous posez. C'est le scoop du dimanche. C'est toujours comme ça avec Christophe. On a un non, scoop. mais si Christophe Jakubowski nous propose cette question autour peut-être d'un scoop, moi, à titre personnel, je n'y verrais que des avantages parce que Bruno Retailleau fait partie de ces rares hommes politiques français qui, d'abord, il n'est pas usé par le pouvoir. Ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, il a cette sincérité qui fait que il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il faudrait faire, et il a dit d'ailleurs, y compris cette semaine sur vos antennes, que si jamais il n'en avait pas les moyens, il ne s'accrocherait pas à son poste, coûte que coûte. Quand Michel Barnier est arrivé avec son gouvernement, on a entendu le Premier ministre dire il ne faut pas d'esbrouf, il faut moins de communication et plus d'action. On voit quand même un ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le seul, qui communique beaucoup, dans le même temps où on nous dit que, par exemple, sur l'immigration, il n'est plus question de toucher à la Constitution. Donc on se dit, oui, il nomme sans doute les choses, mais derrière, le bilan risque d'être compliqué. On sait l'état de droit qu'on a autour de nous, on sait aussi les traités européens qui règlent aussi notre politique migratoire. Est-ce que Bruno Retailleau, véritablement, a les moyens d'agir et non pas juste de communiquer ? Alors, il peut faire plusieurs choses. D'abord, il y a ce qu'il a commencé à faire, et pour être tout à fait honnête, Gérald Darmanin avait commencé la dernière année, c'est-à-dire dans le cadre de relations bilatérales avec les pays dits d'origine des gens qui doivent être expulsés, parvenir enfin à augmenter un tout petit peu le taux d'exécution des reconduites à la frontière. Ensuite, il y a ce débat sur lequel, semble-t-il, Michel Barnier et Bruno Retailleau sont d'accord. On va voir ce qu'il en est du reste du gouvernement, mais qui me semble prometteur. Est-ce qu'il y a un reste du gouvernement ? On va en parler après, mais je finis de répondre à la question, de faire voter une loi immigration qui ne soit pas le grand soir dont on aura sans doute besoin et qui, vous avez raison, méritera le moment venu une réforme constitutionnelle. Pour ça, hein. Mais c'est ma politique c'est ce que j'appelle la politique des petits pas. Faire voter la fraction des articles qui avaient été ajoutés par le Sénat dans la loi immigration en décembre 2023, qui a été retoqués dans des conditions... Ils peuvent l'être de la même manière, ils peuvent être retoqués de nouveau de la même manière. Alors non, parce que le Conseil constitutionnel, s'il est cohérent, ne pourra pas les retoquer. À l'époque, il avait fait état d'une argutie de procédure en disant que c'était ce qu'on appelle un cavalier législatif, ce qui pour moi était très contestable, mais ne relançons pas ce débat. Dès lors que ce serait dans le cadre d'une loi dédiée, je pense que cet argument du cavalier législatif ne pourrait plus être retenu. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut casser l'attractivité sociale de la France et qu'il faut renforcer les moyens donnés à la police et à la justice de limiter notamment l'accès à la nationalité, l'accès au territoire, d'augmenter la facilité pour les expulsions. Tout ça, c'est faisable. Après, par exemple, s'il n'y a pas de censure, le Rassemblement national doit être cohérent. C'est-à-dire que s'il y a des mesures comme celle-là qui sont proposées, normalement, il y aura une majorité pour les voter, si chacun est sincère. Thibaut de Montbrial est notre invité au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. On revient dans un petit instant, on parlera de la réponse pénale. À tout de suite. Toujours sur CNews et sur Europe 1, le grand rendez-vous avec Thibaut de Montbrial. Il y a un constat aujourd'hui en France, c'est le refus d'autorité. Il y a les refus d'obtempérer, mais il y a aussi le refus de l'autorité. On va en parler. Pour que ça fonctionne et pour qu'il y ait une autorité, il faut qu'il y ait un couple à l'intérieur du gouvernement qui fonctionne, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et quand la justice s'illustre par une peine qui est celle donnée à celui qui a menacé de mort le proviseur du lycée Maurice Ravel d'un stage de citoyenneté, cet homme qui avait dit de ce proviseur « il faut le brûler, ce chien », c'est ça aujourd'hui, Thibaut de Montbrial, la réponse pénale en France ? Alors d'abord, ça fait longtemps, et j'ai été un des premiers à le dire haut, fort, à le chanter, à l'écrire, que la politique de sécurité ne peut pas fonctionner si les deux maillons de la chaîne, c'est-à-dire la police, le ministère de l'Intérieur et la justice, ne fonctionnent pas ensemble avec une vision cohérente, y compris entre les personnes qui l'incarnent, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Pour des raisons que je ne comprends pas, depuis 15 ans, on a des couples antagonistes. C'est pour moi un énorme mystère. Ensuite, pour répondre à votre question, cette affaire, elle est consternante.
Encore une fois, elle arrive en plein milieu du procès Paty dont on parlait tout à l'heure. Les familles. Je suis aux côtés de Michael Paty, la sœur de Samuel. C'est une affaire consternante. Ce sont des propos direct tenus, menaçants contre des enseignants, contre des proviseurs, qui sont ensuite repris sur les réseaux sociaux, etc., qui sont des incitations au passage à l'acte. On sait que le passage à l'acte a toujours pour origine la révélation sur les réseaux sociaux de menaces de cette nature. 85% des Français estiment qu'il faut des peines de prison ferme pour ceux qui menacent de mort des enseignants ou des chefs d'établissement. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Encore une fois, c'est une question de bon sens, c'est-à-dire que tant que des jeunes, que ce soit par conviction, que ce soit par provocation, se livreront à des faits qui ont des conséquences gravissimes. Parce que d'autres sondages récents ont montré que dans le cadre des établissements scolaires, un certain nombre de professeurs se restreignaient, se censuraient, n'abordaient pas des questions éducatives comme elles doivent l'être. Tant que la justice ne sanctionnera pas et ne montrera pas par la réponse pénale donnée qu'il s'agit de choses gravissimes, y compris pour protéger nos enseignants et notre système scolaire, ça ne pourra pas fonctionner. Élodie Huchard. On parle de la réponse pénale, mais la réponse du ministère de l'Éducation nationale aussi est assez intéressante. Donc Anne Genetet, la ministre, a eu le proviseur et son cabinet nous dit ceci. Elle lui a apporté son soutien. Elle a parlé avec lui de sa volonté de travailler ensemble pour renforcer les mesures déjà mises en place pour faire respecter les valeurs de la République. On en est encore là. C'est-à-dire qu'elle avait dit en arrivant, c'est la fin du pas de vague. Quand on voit cette réponse, un proviseur menacé de mort, on l'appelle, on lui dit qu'on le soutient. C'est tout. Moi, il y a beaucoup de choses que je trouve très étonnantes dans la façon dont beaucoup de ministres exercent leur ministère. C'est-à-dire qu'il y a des propos incantatoires. Tout ce qu'elle dit, il n'y a rien à dire sur ce qu'elle dit. C'est parfait. Oui. Mais on en reste là. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de l'intensité. Je pense que dans ces cas-là, le ministre doit se déplacer, doit être présent, doit appeler à des mesures d'une grande fermeté, soutenir de façon indéfectible. C'est-à-dire qu'il faut que les personnels de l'éducation nationale se sentent visiblement soutenus. Et il faut que le ministre concerné, en l'occurrence de l'éducation nationale, apostrophe le ministre de la Justice. À un moment, il faut dire les choses. On est en train, la France est dans une situation qui est catastrophique. Il y a l'effondrement de l'autorité de l'État amène à des faiblesses qui sont exploitées par deux grands courants. Il y a l'islamisme, exactement ce dont on est en train de parler, et le narcotrafic et le crime organisé, on en parlera peut-être après. Donc là, c'est l'islamisme, c'est une idéologie mortifère qui se développe sur la base d'une immigration dont nous avons complètement perdu le contrôle, qui est majoritairement arabo-musulmane et dont une fraction, évidemment pas en entier, mais dont une fraction est manipulée par les salafistes et les frères musulmans dans une logique de stratégie de conquête islamiste. Tout ça est écrit, théorisé, il n'y a aucun débat. Et tous ces incidents dont on parle sont des mini-coups de boutoir qui ont, vous savez, Abou Moussa al-Souri a théorisé en 2005 la conquête par ce qu'il appelle la stratégie des 1000 entailles. Les 1000 entailles, c'est de multiplier les petits incidents, les petits coups de boutoir pour que les géants que sont nos démocraties finissent par s'épuiser, par saigner et par s'effondrer d'un coup. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il faut avoir conscience de ce qui est en train de se passer. On a dépassé de très loin le moment des incantations et des « il faut soutien depuis le 7e arrondissement de Paris, je vous soutiens, vous là-bas ». Non, il faut y aller. C'est une guerre. Est-ce qu'on n'entend pas assez dans la bouche des ministres, puisque vous en parlez, vous dites qu'il faudrait que le ministre de l'Éducation interpelle le ministre de la Justice. Oui. Est-ce qu'on n'entend pas les mots islamisme? Est-ce qu'on n'entend pas des mots qui ne sont pas, entre guillemets, politiquement corrects? Mais il faut à un moment, je veux dire, il faut incarner. Quand je vous dis c'est un combat, c'est un combat. Et ce combat, on ne le gagnera pas en conservant la mesure et la distance que plus rien dans la gravité de la situation ne justifie. Il faut changer d'état d'esprit. L'autorité, c'est un état d'esprit avant d'être des lois, des décrets, etc. Il faut des femmes et des hommes qui soient déterminés à comprendre que tout ça, c'est un combat. Gabriel Attal, sur l'abaya, il avait réussi. C'est dommage qu'il n'ait pas continué comme Premier ministre. Christophe Jacobusine. C'est vrai qu'il faut incarner, mais concrètement quand même, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre législation, sur le plan de la loi, sur le plan pénal, sur peut-être les instructions qui sont données aux procureurs ou au parquet? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'effectivement l'autorité de l'État soit mieux respectée? Vous venez d'employer une expression qui est très intéressante, c'est les instructions au parquet. Le garde des Sceaux a le pouvoir, et je veux dire le devoir,
de faire des circulaires de politique pénale dans lesquelles il demande au parquet, qui est chargé de requérir au nom des intérêts de la société, des poursuites et, le cas échéant, des placements sous détention, en détention provisoire. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas assez le cas. Il y a eu cette semaine au Salon des maires une rencontre. Quelle est la proportion? C'est comme les OQTF, c'est-à-dire que ça devrait être fait, mais ça n'est pas fait? Non, mais c'est une question d'état d'esprit au sommet. Non, mais sur le nombre. Cette semaine, non mais je dis un truc très précis. Cette semaine, le garde des Sceaux est allé au Salon des maires. Il a rencontré des élus qui avaient été agressés. Quand vous parlez avec certains de ces élus après la rencontre, ils ont eu l'impression d'avoir eu un haut fonctionnaire un peu éthéré qui est venu leur dire qu'il les soutenait et toutes leurs considérations, etc. Mais c'est fini ça, c'est fini. Il faut des guerriers maintenant. Il faut des guerriers, il faut des gens qui prennent des mesures par circulaire pour le garde des Sceaux. Il peut en prendre. Je veux dire, moi je suis sidéré que le garde des Sceaux n'ait toujours pas pris, depuis sa prise de fonction, une circulaire de politique pénale en demandant que les auteurs de violences contre les policiers et les gendarmes, contre les enseignants, contre les médecins et contre les élus ne soient pas placés, dès lors qu'il y a des poursuites contre une personne qu'on a identifiée, directement en détention provisoire. Ensuite, le juge du siège est indépendant. Il fait ou il fait pas. Mais au moins, ça veut dire que tous les personnels dont je viens de parler et qui subissent tous les jours la voyoucratie, la violence et l'islamisation se sentiraient protégés par l'État. Élodie Huchard. Une déclaration de Najat Vallaud-Belkacem, qui est ancienne ministre de l'Éducation nationale, sur un plateau télé. Elle a dit ceci, je la cite: « Ceux qui parlent à longueur de journée de laïcité le font essentiellement pour en tirer un gain électoral et donc avec une instrumentalisation permanente dans la tête. » Vous lui avez répondu d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On voit que le combat pour la laïcité est quand même loin d'être gagné quand on a une ancienne ministre de l'Éducation qui tient ces propos. Moi, je suis consterné parce que Mme Vallaud-Belkacem a été ministre de l'Éducation, vous venez de le rappeler, donc elle connaît ces problématiques. Là, quand elle dit que la laïcité est exploitée, je ne sais pas par qui elle est exploitée. Je sais aujourd'hui d'où viennent les problèmes qui justifient que l'on débatte de la laïcité. Ils ne viennent ni des élèves se réclamant de la chrétienté, ni des élèves se réclamant du judaïsme. Ils viennent d'une fraction, évidemment pas tous, il n'est pas question d'essentialiser, mais d'une fraction d'élèves qui se réclament de la religion ou de la culture musulmane. Donc on fait avec le combat d'aujourd'hui, pas avec le combat d'il y a un siècle. C'est comme ça. Et moi, je vais vous dire, pour aller au bout, moi je me souviens de Mme Vallaud-Belkacem sur l'antenne. D'ailleurs, je me demande si c'était, ça s'appelait peut-être encore iTélé, en tout cas c'était en 2016. Elle était sur un plateau télé avec un individu qui était à l'époque le patron d'une association islamiste qui s'appelle Baraka City et qui a été dissoute par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron en 2020. Et cet individu, en 2016, alors qu'elle était ministre de l'Éducation, tenait sur le plateau des propos pro-Daesh, extrêmement clairs. Et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de la République, au lieu de s'en prendre, femme d'origine marocaine, au lieu de s'en prendre à lui pour la gravité de ce qu'il disait, elle a rien dit, elle a regardé ses chaussures. Ça aussi, c'est la lutte ou pas contre la laïcité, contre les atteintes à la laïcité. Vous vouliez commenter, Thibault de Montbrial, c'est cette juge d'application des peines qui dénonce les conditions de détention de Redouane Faïd. Oui. Elle ordonne l'administration pénitentiaire d'y remédier. Elle parle de l'isolement sensoriel de ce braqueur multi-récidiviste. C'est comme ça que fonctionne la justice aujourd'hui? Non, mais il y a des droits, les gens peuvent demander des aménagements de leur situation, de leurs conditions de détention. Monsieur Faïd, moi, il s'est évadé. Il a participé à un braquage dans lequel une policière municipale a été tuée. Il dit que c'est pas lui qui a tiré, mais n'empêche qu'il faisait partie du groupe qui avait des armes et qui les a utilisées. Des armes lourdes, hein. Des armes de guerre, oui. Donc c'est quelqu'un qui est judiciaire, dont il est judiciairement établi qu'il est dangereux. C'est même pas une opinion, c'est établi par des décisions de justice. À partir de là, qu'il ait des conditions de détention décentes, ça ne me choque évidemment pas. Nous sommes dans une démocratie et c'est l'honneur de la France de bien traiter les gens. Mais ce que je veux dire, c'est la motivation que j'ai trouvée un petit peu... C'est décalé, un petit peu étonnante. Ça ne prend pas place aujourd'hui. Et Pierre Devino, c'est l'occasion de dire une chose au-delà du cadre Redouane Faïd. C'est qu'on sait que, je vous disais tout à l'heure, que la criminalité organisée était un challenge majeur. Bruno Retailleau en a très bien parlé. On sait, parce que tous les pays qui l'ont abordé, subi... On sait que ça part de la prison. Moi, je dis que les grands caïds doivent être traités différemment et qu'il faut assumer que la détention des gens qui sont à la tête des trafics et de réseaux de grand banditisme soit isolée et soit détenue de façon plus dure que les autres détenus.
Thibaut de Montbrial est l'invité du Grand Rendez-vous sur CNews et sur Europe 1. On revient dans un instant. Dernière partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec notre invité, le président fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et avocat Thibaut de Montbrial. On parlait des problèmes qui nous semblent insolubles en France. Il y en a un autre, c'est le narcotrafic. Oui, le narcotrafic qui est apparu, dont l'importance est apparue vite et fort ces dernières années, aujourd'hui état faible, réseaux organisés internationaux de plus en plus structurés, qui ont de plus en plus de moyens, qui ont une détermination absolue. On a vu avec l'assassinat des membres de l'administration pénitentiaire lors de l'évasion de Mohamed Amra au mois de mai dernier. On l'a vu avec un projet, semble-t-il, d'assassinat du procureur général de Douai, oui. il y a 3 semaines, avec des individus qui ont été arrêtés en bas de son domicile. Là encore, Bruno Retailleau a le courage d'aborder les conséquences gravissimes pour la société, conséquences qui ont déjà beaucoup touché les Pays-Bas et la Belgique notamment, et notamment le risque de corruption au sein de l'appareil d'État qui est en train de se développer, notamment dans la justice. Enfin, il y a des signaux extrêmement inquiétants et pour moi, c'est Est-ce que les pistes abordées par Bruno Retailleau pour lutter contre le narcotrafic sont de bonnes pistes à votre avis ? Oui, c'est des bonnes pistes. Il faut absolument, moi, j'ai beaucoup soutenu ça, un parquet national dédié. Il faut des moyens. Ça n'a pas été annoncé. Judiciaires, policiers. Si, il y a une annonce à Marseille il y a 10 jours avec les 2 ministres conjointement de l'Intérieur et de la Justice. On n'a pas encore pour l'instant les fondements de ce parquet. Non, mais par contre, ce qui semble être en train d'être préparé, c'est une loi sur la base du rapport sénatorial du printemps dernier qui dénonce la gravité de ce qui est en train de se passer, ce qui serait une bonne chose. Et notamment la corruption. Chez des dockers, chez des agents administratifs. Mais aussi chez des greffiers, chez des policiers. Ça commence chez les magistrats. C'est un phénomène qui est en train de se répandre et dont il faut prendre conscience de la gravité pour le stopper très vite. Christophe Jacobizzi. La tension est donc montée d'un cran dans la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie, avec l'utilisation par l'Ukraine de missiles de longue portée américains. Et en retour, en réponse de Poutine, l'apparition d'un nouveau missile balistique de moyenne portée, capable d'ailleurs de transporter des ogives nucléaires. Est-ce que cette tension supplémentaire vous inquiète et c'est quoi la prochaine étape, Donald Trump ayant promis de régler la guerre en 24 heures ? Alors sur les promesses de Donald Trump, je pense que c'est à lui qu'il faut demander. Moi, je voudrais profiter de votre question pour remettre une chose en perspective dont bizarrement peu de gens parlent quand il s'agit d'évoquer les conséquences de la crise ukrainienne. C'est que pour ce qui concerne la France, puisque on est quand même ici à parler des conséquences de tout ça, avant tout pour la France, il ne faut pas oublier que les Russes s'en sont pris à nous, notamment en Afrique, depuis 2 ans, de façon extrêmement déterminée, avec leur milice privée Wagner, et qu'en quelques mois, nous avons été littéralement expulsés d'un certain nombre de pays dans lesquels nous avions des accords et des intérêts importants. Je pense, et des militaires. Je pense au Niger, où il y a l'uranium. Enfin, il y a des enjeux très graves. Et donc, je pense, moi, qu'il aurait fallu déjà plutôt que de multiplier les incantations avec des lignes zigzagantes, puisque en 2 ans, la ligne de la France tenue par Emmanuel Macron a été faite de multiples changements de pied. On est passé du dialogue avec Vladimir Poutine au début de la guerre. C'est pour éviter la guerre. Non, mais c'est pas un reproche. Je constate simplement qu'il n'y a pas de ligne. C'est-à-dire qu'on est passé du dialogue avec Vladimir Poutine à l'hypothèse dont la rumeur a circulé, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais qu'au printemps, peut-être, la France envoie des troupes en dehors d'un accord avec l'OTAN, ce qui était quand même tout à fait extrême comme position. C'est vraiment 180 degrés. Donc, je pense qu'il faut moins parler, être beaucoup plus déterminé à protéger nos intérêts. On pourrait aussi parler de l'ingérence de l'Azerbaïdjan, évidemment, avec l'aide des Russes en Nouvelle-Calédonie et sans doute en Martinique. Donc, on a pour des raisons commerciales, hein, pour s'approprier la Nouvelle-Calédonie et les gisements qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, les minerais. Et une politique aussi. Bien sûr, mais les Russes ont toujours considéré qu'un conflit devait s'apprécier de façon globale. C'est-à-dire que la guerre, c'est pas simplement une affaire de soldats et de missiles, c'est également le champ informationnel, la déstabilisation, etc. Et il faut donc, je pense, que pour ce qui concerne la France, on verra ce qui résulte, il va sans doute y avoir, tout le monde le dit, des négociations sur le sort de l'Ukraine. Chaque pays a sa souveraineté, c'est pas la souveraineté française qui va imposer quoi que ce soit. Il faudra ensuite que les gouvernements à venir français, les présidents à venir français assurent que la parole et la signature des uns et des autres soient stabilisées.
Il faudra parler à la Russie dans les années à venir. La Russie, elle sera toujours là dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Ce sera toujours une grande puissance. Les États-Unis, nous verrons où ils seront. La France aura un rôle à jouer. Je pense qu'il faut préparer l'avenir en étant extrêmement ferme contre les gens qui s'en prennent à nous, mais sans jamais rompre le champ de la discussion et en pensant toujours à long terme. Effectivement, au début du conflit, on se rappelle qu'Emmanuel Macron disait qu'il voulait être le médiateur, l'intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie. 2 ans après, on voit où on en est. Est-ce que vous diriez que la voix de la France s'est amoindrie? Est-ce qu'elle l'est parce que la position de la France s'est affaiblie ou c'est lié à la ligne zigzagante, comme vous disiez, et au changement de pied du président de la République? Je vais vous faire une réponse un peu générale, après je ferai une réponse précise. Je pense que la France a donné des leçons depuis 40 ans à tout le monde, sans en avoir nécessairement les moyens, et que l'une des raisons, c'est loin d'être la seule, mais que l'une des raisons pour lesquelles il y a une telle fracture entre l'Occident et le reste du monde, que l'on voit apparaître à maints égards avec le Sud profond et la façon dont on pensait, tout le monde disait en 2022, les Russes seront isolés. Les Russes sont presque plus soutenus que les Ukrainiens aujourd'hui dans le monde. Une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles tout ça arrive, c'est que nous, Occidentaux, et en particulier nous, Français, il faut avoir cette lucidité de l'admettre, nous avons donné des leçons à tout le monde. Ensuite, j'en viens à votre question précise, avec des zigzags permanents. Le « en même temps », dans le champ régalien, ça ne peut pas fonctionner. Il faut avoir des convictions, il faut avoir une colonne vertébrale, il faut avoir des lignes rouges, il ne faut pas trop parler. Moi, je pense que ce sont des domaines où il faut plus agir que parler. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, disait le cardinal de Retz. Donc, je pense que tout ça, il y a une hauteur et une détermination qui en réalité manque à la position de la France par ses multiples changements de pied, cris d'orfraie, etc. Tout ça, je pense que ça a aussi contribué à ce que nous perdions beaucoup d'influence. Mais est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, et je pense notamment à Volodymyr Zelensky, qui pour la première fois a souhaité la fin de la guerre en 2025, que oui, il y aura des concessions territoriales qui seront au désavantage de l'Ukraine? Ce que je constate, mais tout le monde le constate, c'est qu'aujourd'hui, pas un expert, pas un diplomate n'envisage sérieusement la victoire totale de l'un ou l'autre des protagonistes. Ça n'a pas toujours été le cas pendant ces 2 ans et demi de guerre. Peut-être, mais on est à fin 2024 et aujourd'hui, ça paraît extrêmement compliqué qu'il y ait une victoire totale de l'un ou l'autre des protagonistes. Que chacun mette, si vous me permettez cette expression familière, le paquet lorsque l'on s'approche de la table des négociations. C'est vrai dans tous les domaines de la vie humaine où il y a des négociations et c'est aussi vrai à la guerre. Ça veut dire que c'est le moment où il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une perte de contrôle dans cette montée en puissance. Ça va être très intéressant de voir si Donald Trump arrive à régler cette affaire, sinon en 24 heures comme il l'a promis pendant sa campagne, du moins assez rapidement. Et ensuite, la France devra avec les autres garantir que la signature des uns et des autres soit pérenne. En tout cas, puisqu'on parle de guerre et de l'économie de guerre, vous qui êtes le fondateur du CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, l'armement français, on a beaucoup dit au début de la guerre en Ukraine que de toute façon, on ne pourrait pas y aller puisqu'on n'aurait pas suffisamment de munitions. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, militairement, compte encore dans le monde ? La France compte encore dans le monde, mais je pense qu'elle compte moins que ce qu'elle aimerait et peut-être moins que l'idée qu'elle a d'elle-même qui est construite. Donc là, c'est pareil, il faut arrêter de parler, c'est ça ? Je pense qu'il faut arrêter de parler. Oui. Je pense surtout, et ça c'est vraiment crucial, que on a des enjeux budgétaires majeurs. S'il y a une crise budgétaire, il y aura un chaos économique et donc un chaos social et un chaos sécuritaire. Tant pour ce qui concerne ce qui se passe à l'intérieur du pays que pour la protection de nos intérêts à l'extérieur, je pense qu'il est absolument essentiel que les budgets régaliens soient sanctuarisés, parce que si les budgets régaliens ne sont pas sanctuarisés, plus rien autour n'aura d'importance. C'est le régalien qui fait la chair, le sang et le muscle et la colonne vertébrale d'un pays. Et c'est ça qui conduit des rumeurs, Christophe Jacobizine, à une censure. Je m'inquiète sur le mot de chaos, parce que vous avez raison, il y a plusieurs chaos qui peuvent se télescoper. Un chaos politique avec une motion de censure, vous le disiez Pierre, un chaos social avec beaucoup de tensions, et un chaos financier aussi avec l'absence de budget qui pourrait faire que nos créanciers, qui sont nombreux, se révoltent et fassent monter le taux d'intérêt. Donc comment on peut gérer ça d'un point de vue de la sécurité ? Est-ce qu'on a les moyens d'éviter un chaos dans le pays ? Dernière question courte. Le chaos dans le pays sera la conséquence, à mon avis, inéluctable de l'ensemble des ruptures de normalité possibles que vous évoquez. Il faut que chacun l'ait à l'esprit. La France est extraordinairement divisée.
elle est sous tension. Il n'y a jamais eu autant de violence. Il y a de multiples mèches qui sont là. S'il y en a une qui est allumée, je crains que les conséquences ne soient très vite très graves. Merci beaucoup Thibault de Montbrial d'avoir été notre invité au grand rendez-vous. Très bon dimanche sur nos deux antennes.